Salut à tous, c'est Tom qui vous parle, de retour dans notre format preview capsule des playoffs et je suis avec Constant. Constant, comment vas-tu? Ah, ça va bien, ça va bien. Très heureux de vous retrouver pour une série. Si on avait pronostiqué en août dernier que ça aurait été une série du premier tour, il y a peu de gens qui nous auraient cru, mais on est là pour cette série. Encore une fois, entre une équipe californienne et une équipe, un peu plus au sud des États-Unis, du côté de l'Arizona, mais une série qui, en termes de star talent, est peut-être la série la plus fournie de toute la NBA finalement. C'est vrai, on va parler du coup de cette fameuse série les Suns de Phoenix contre les Clippers de Los Angeles. Et du coup, on peut aborder directement les questions de Star Power. Enfin, c'est vrai que en série 4-5, ça va être deux équipes en fait qui ont eu des fortunes diverses durant leur saison. On a eu par exemple cette équipe des Clippers qui est arrivée très sur d'elle avec quand même des petits doutes au niveau de Kawhi Leonard. Et en fin de saison, tu as beaucoup de certitudes sur Kawhi Leonard et beaucoup plus de doutes sur le supporting cast. Et on a à l'opposé cette équipe des Suns qui est arrivée avec un collectif hyper sûr, hyper huilé, qui a à peu près tout fait péter à la trade deadline et tu as des certitudes au final sur un joueur plutôt que sur tout le roster. Donc c'est vrai que c'est un peu une comparaison assez ambivalente entre la trajectoire de ces deux équipes où tu te dis que même si tu as beaucoup de théories, enfin tu vas fonctionner beaucoup avec de la théorie puisque ce sont des équipes qui dans leur état actuel on a un échantillon assez faible en fait pour pouvoir vraiment dire ce qu'elles sont réellement. Mais au final, tu es obligé de te rattacher à des éléments tangibles et factuels qui sont le niveau des joueurs majeurs de ces équipes cette saison. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on a été servi et ce sont des... Si on prend les trois meilleurs joueurs de la série, on parlait tout à l'heure des trois meilleurs joueurs dans l'autre série californienne. Ben là, les trois meilleurs joueurs, alors oui, il y a Steph Curry, mais quand tu prends la somme des trois, là, c'est du très très haut niveau, très très haut niveau dans cette série. Bah là oui, t'as trois joueurs qui sont dans le top 10 du DH20 quasiment. Kawhi Leonard, il était pas l'an dernier, on verra en septembre, mais vu la saison de Kawhi Leonard, très sérieux. Oui, bon, les trois meilleurs joueurs de la série, Kevin Durant, 22-1 sur les 23 derniers matchs qu'il a joué. Oui. Kawhi Leonard, qui revient des croisés et qui nous sort une saison, une seconde partie de saison absolument monstrueuse. Clairement. Troisième, Devin Booker. Voilà, Devin Booker. Dire que Devin Booker est le troisième meilleur joueur d'une série, ça montre à quel point il y a des monstres derrière. Il peut même pousser plus loin en disant que Chris Paul est probablement le quatrième meilleur joueur d'une série. Ça montre à quel point en termes de star talent, on est très haut. La problématique, c'est que des quatre noms que j'ai cités, il y en a trois qui jouent pour la même équipe. Et que le vrai absent, ce qui fait un peu tâche sur cette série, c'est la blessure de Paul George. Dont on ne sait pas trop s'il sera là pour la série et ce qui reviendra en cours de série. Ce qui est sûr, c'est qu'il va louper au moins le début, si ce n'est toute la série. Et ça déséquilibre quand même le rapport de force, déjà au niveau du star talent et même au niveau des match-up. Ça complexifie beaucoup plus l'équation du côté des Clippers. Oui, c'est vrai que non seulement Paul George, c'est une two-way force à l'aile, hein, c'est un joueur qui est très fort des deux côtés du terrain et c'est des joueurs qui ont une énorme valeur en playoff, qui est capable de jouer au relais d'un autre initiateur offensif et qui est aussi capable de prendre ses responsabilités offensivement et qui malheureusement va manquer et va probablement être remplacé par quelqu'un comme Nicolas Batum qui, par rapport aux mensurations qui peut faire un peu office de remplacement, mais dans le rôle, c'est pas du tout le cas et ça va forcer en fait la charge et le niveau de responsabilité sur Kawhi Leonard et sur aussi Russell Westbrook, notre ami Russell Westbrook, qui c'est vrai qu'au final, quand tu prends cette équipe des Clippers au complet, Westbrook ne fait pas vraiment sens dans l'équation. Sauf que quand tu prends cette équipe-là et que tu lui enlèves Paul George, ben là, la présence de Russell Westbrook fait bien plus sens puisque il apporte une certaine gravité au cercle et une notion de playmaking qui est aussi très manquante et enfin, c'est vrai que parler de wordplay en parlant de Russell Westbrook, c'est pas vraiment le wordplay
purs auxquels d'habitude on fait référence, qu'on on parle par exemple des Tyus Jones, des Damian Lillard ou même des Chris Paul. Mais c'est vrai que par rapport aux problématiques qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient Reggie Jackson, ils avaient Reggie Jackson de Wall. Et voilà, il se retrouvait même avec Terrence Mann. D'ailleurs, Terrence Mann qui était plutôt bon dans ce rôle-là, enfin entre guillemets de poste 1 nominatif, même si il jouait pas le rôle d'initiateur. Mais du coup, d'avoir Russell Westbrook a fait vraiment beaucoup de bien en l'absence de Paul George et a permis en fait de maintenir le jeu offensif des Clippers à flot, même si on sait que l'attaque et la façon dont le jeu est articulé se fait autour de Kawhi Leonard. Oui, bah de toute façon, en termes de différence de style à la main, vous n'avez pas plus différent que Chris Paul et Russell Westbrook. On a deux meneurs Hall of Famer, mais on a deux meneurs qui dans le style sont radicalement différents. Oui, après, pour parler de l'impact de Russell Westbrook sur ses Clippers, il a aussi un impact que je trouve qu'on mentionne pas souvent, c'est au rebond offensif, notamment quand les Clippers passent sur un 5 plus petit, qui est un impact au rebond offensif qu'il n'avait pas forcément du côté des Lakers, qu'il avait plus pour monter aux Wizards, pour voir un vrai impact comme ça. Et je trouve que les défenses laissent souvent Russell Westbrook ouvert, mais ils ont tendance à oublier de box out sur lui. Et très souvent, Russ en profite pour récupérer des rebonds offensifs. Oui, effectivement, il va être ce deuxième ball handler. En fait, c'est là où il y a comme tu l'as dit, il y a une trajectoire qui se croise entre les deux équipes, puisque avec les Suns, t'avais un collectif là où les Clippers en début de saison, on disait plus un two-man game avec PG et Kawhi, où là t'as l'impression que c'est vraiment un two-man game avec KD et Devin Booker, là où du côté des Clippers, t'as l'impression que ça va plus jouer sur le collectif et sur une rotation à 8-9, parce que les Clippers ont quand même avec la blessure de Paul George, ont quand même une profondeur de banc que n'ont pas les Suns. Donc pour parler de l'impact de Russell Westbrook, oui, il va être important dans cette série parce que ça va être ton deuxième ball handler derrière Kawhi Leonard, et en plus de ça, il va devoir créer pour les autres. Il va devoir, puisque Paul George à l'aile, c'est un bon playmaker, voire même un très bon playmaker, et en fait, il va devoir d'une part assumer le rôle de playmaker en tant que point guard, mais de créateur à la main, mais en plus, il va devoir prendre le volume de création que tu n'auras pas en l'absence de Paul George. Oui. Donc c'est vraiment Russell Westbrook va être très important dans cette série, parce qu'il va devoir être clairement le deuxième meilleur joueur des Clippers, et il va même, si les Clippers veulent avoir une chance, il va même devoir pas dominer, mais devoir être supérieur dans sa match-up vis-à-vis de Chris Paul. Oui, c'est vrai. Après, assez d'accord avec toi, et simplement pour insister sur les points que tu as mentionnés. C'est vrai que Russell Westbrook va être un joueur important pour cette équipe des Clippers, mais ils peuvent, je trouve, se passer un peu de lui, notamment quand ils ont Norman Powell pour amener de la percussion. Et on a vu que sur la fin de saison, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait, avec un Norman Powell très agressif, balle en main, très agressif aussi quand il sortait de pin down pour ensuite aller provoquer des lancers francs, notamment par exemple dans le match face aux Lakers, il a su profiter de la défense de périmètre assez poreuse entre guillemets des Lakers. Et c'est vrai qu'ils ont une armée de joueurs qui même si qui peuvent exceller dans des rôles totalement différents. Tu vois, Terrence Mann, pour moi, c'est un joueur qui est super intéressant et qui va être un joueur clé pour moi de cette série, parce que il peut faire partie des joueurs auxquels pour moi, ça fait partie des joueurs dans lesquels j'ai le plus confiance dans cette série-là, parce que je sais que des deux côtés du terrain, il apporte des choses. C'est vrai que c'est aussi un bon facilitateur. C'est quelqu'un qui se déplace bien dans les espaces et qui peut aussi profiter d'un match-up et de sa gravité au cercle. Nicolas Batum, je pense que d'un point de vue match-up, c'est lui qui sera en charge de Kevin Durant. Bon, il fera ce qu'il peut, mais il a un vrai rôle aussi de connecteur, Batum, même si je trouve que cette saison, encore une fois, il a été trop souvent laissé dans les coins. Je trouve que de ce côté, en fait, son playmaking là n'a pas été assez utilisé. Après, tu me diras qu'en deuxième partie de saison, oui, il fallait intégrer Plumlee, fallait intégrer Westbrook, fallait intégrer Bones Island. Gordon. Voilà, il y a Eric Gordon aussi. Donc des joueurs qui sont plutôt, on va dire, balle en main, et qui ont aussi des rôles de création majeure et qui sont pas vraiment dans la connexion comme peut l'être Nicolas Batum. Donc c'est peut-être pour ça que son rôle a été réduit, mais je pense que c'est un des joueurs
en lesquels Ty Lue aura le plus confiance sur cette série. Donc je pense qu'il va jouer pas mal de minutes. On a parlé tout à l'heure de Devin Booker et qui était du coup le 3e meilleur joueur de cette série. Que peuvent faire les Clippers contre Devin Booker? Parce que encore une fois, en l'absence de Paul George, Devin Booker est très largement le 3e meilleur joueur de la série. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre lui et le niveau des autres joueurs de cette série. Et au final, ça peut potentiellement être le joueur bascule. Comment penses-tu déjà qu'il va être utilisé par Monty Williams, et que peuvent faire potentiellement les Clippers pour le freiner un petit peu? Alors que peuvent faire les Clippers pour le freiner? J'en ai pas la moindre idée. Non plus. En fait, la problématique de ces Clippers, c'est une problématique que j'ai envie de soulever, c'est que les Clippers à la trade deadline, ils ont fait quand même un gros changement de roster. Sauf que le revers de la médaille, c'est que les Clippers sont devenus une équipe average partout en fait des deux côtés du terrain, et qu'ils n'ont plus cette défense élite qu'ils avaient quand ils ont rencontré les Suns lors de la finale de conf en 2021, où il n'y avait pas Kawhi Leonard, mais où ils avaient proposé de la bonne défense sur Devin Booker. Bon, il n'y avait pas Kevin Durant, ça change aussi l'équation défensivement, mais en fait ces Clippers défensivement, je les trouve friables beaucoup plus que même en début de saison où ils étaient une bonne défense. Et ça tout de suite avec l'absence de Paul George, parce que je pense que Paul George pour le coup aurait défendu sur Devin Booker. Ça aurait été lui qui serait aux côtés de Devin Booker. Et là, qui tu vas mettre dessus? C'est l'interrogation que je me pose. Est-ce que tu vas mettre Eric Gordon? Ça va être compliqué. Est-ce que tu responsabilises Norman Powell? Est-ce que tu passes en small ball 5 et du coup tu mets Marcus Morris? Enfin, je vois pas ce qu'ils peuvent faire pour Devin Booker. Non, après, Terrence Mann. Ouais, Terrence Mann, mais dans ce cas-là, tu passes sur vraiment un front de court petit, ou alors tu relègues Russell Westbrook. Enfin, et quid de Chris Paul dans ce cas-là. Enfin, ça va être très compliqué. Et après, au niveau de l'utilisation de Devin Booker par Monty Williams, je pense que ça va. On a vu pas mal de situations où finalement Devin Booker était le premier ball handler de ses Suns, avec des situations où t'as Kevin Durant qui est dans un corner, parce que avoir Kevin Durant dans un corner, c'est quand même assez létal. On a plus vu dans des situations de clutch et de match serré. Kevin Durant n'avait pas toujours la balle en main, mais je pense qu'on peut se retrouver dans ces cas de figure-là. Monty Williams a montré qu'il avait pas peur d'utiliser Kevin Durant off-ball et loin du ballon. Donc je pense que Devin Booker va avoir pas mal de responsabilités balle en main, surtout que défensivement, il va avoir un boulevard pour attaquer, notamment les lignes de drive que va moins faire Kevin Durant. Je pense que Devin Booker sur cette série, il va prendre toujours son lot de mid-range et son lot de tir à 3 points, mais il va peut-être un poil être plus axé sur le drive que sur une série où s'il jouait Boston ou s'il jouait Memphis par exemple, ont des gros protecteurs de cercle. Donc voilà, ça va être je pense que dans l'utilisation, il va avoir un gros volume de tir, plus sur du drive, et qui va exploiter soit les déficits de taille si les Clippers passent en small ball 5, soit le manque de vitesse latérale et le manque de déplacement des pivots des Clippers. Donc oui, comme tu l'as dit, le point de bascule, ça va être Devin Booker. Si Devin Booker fait une série où il est à plus de 25 points de moyenne avec des pourcentages au tir très élevés, je vois pas comment les Clippers peuvent tenir le rythme. Mais défensivement, pour Tyronn Lue, ça va être très compliqué parce qu'avec l'absence de Paul George et les mouvements d'effectifs à la trade deadline, tu manques de personnel pour défendre vraiment cet arrière dominant. C'est vrai que ça va peut-être potentiellement ressembler à un beau jeu d'échecs, puisque comme tu l'as mentionné tout à l'heure, les Clippers et Ty Lue se sont fait connaître un peu pour la notion de switch all, notamment défensivement. Mais c'est vrai que cette équipe des Suns, d'un point de vue talent, le switch all, c'est une proposition qui leur va très bien. Hein. Attaquer des mismatchs pour Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant, attaquer des mismatchs, ils te font ça tous les jours. Et ils ont aussi ce sont un peu les rois du jeu à mi-distance. Donc ça va peut-être être un jeu d'échecs, je pense, même avec Ty Lue, c'est-à-dire de forcer les mi-distances pour réduire le volume de tir à 3 points et gagner potentiellement le jeu des mathématiques en prenant des 3 points de l'autre côté. Peut-être que ça peut être une option pour plutôt que défendre et du moins gagner des possessions, plutôt que défendre et gagner des possessions défensivement, ils vont plus forcer les Suns vers des shoots moins rentables entre guillemets, parce qu'ils ont des joueurs qui n'ont pas peur de les tenter,
et eux améliorer leurs mathématiques entre guillemets en ayant une sélection de tirs un petit peu plus analytique. Ouais. Oui, complètement. Mais pardon. Ils ont le personnel pour prendre ces tirs analytiques avec Eric Gordon, avec Norman Powell. Mais là aussi, l'absence de Paul George, tu perds un joueur qui tente 7-3 points par match. Oui. Tu perds un échantillon quand même assez élevé que tu ne vas pas remplacer. Enfin, Russell Westbrook va pas prendre des 3 points. Ivica Zubac non plus. Donc finalement, tu te retrouves, si tu prends le 5 majeur en l'état, tu vas te retrouver avec 3 joueurs de ton 5 majeur qui sont capables de prendre des tirs à 3 points. Et même en sortie de banc, il y a Norman Powell qui va être vital pour eux. Si Norman Powell passe à côté de sa série, ça va être impossible pour les Clippers. Donc oui, même à 3 points, ils ont le personnel. En tout cas, ils ont la qualité, mais ils ont peut-être pas le volume de personnel. Oui, je suis d'accord, assez d'accord avec toi. Sans compter que cette équipe de Phoenix a quand même des joueurs aussi défensivement sur le périmètre pour contrer potentiellement le jeu de drive and kick. Alors, on sait que Kawhi Leonard est l'un des joueurs les plus puissants à l'épaule de la ligue, c'est-à-dire que sur son premier pas, t'as pas mal de joueurs qui explosent en fait au contact sur le premier pas et du coup ça lui permet de créer la séparation via le contact et ensuite de pouvoir ouvrir les lignes de drive. Et même c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui fait un petit peu plus cette saison, notamment quand il est pris à 2, c'est qu'il arrive à lâcher la balle tout de suite et se dire que la balle trouvera le shooter au bon endroit, au bon moment. Donc à voir ce qui va se passer pour lui, sachant que du côté des Suns, je pense qu'ils vont lui mettre Josh Okogie sur le dos, qui globalement 1-2 avec la force d'un 4. En gros, c'est ça. La musculature d'un 4. Voilà, avec la musculature d'un 4. Donc c'est vrai que ça peut être un match-up qui, je pense que ça va être un match-up qui peut potentiellement gêner Kawhi Leonard, et c'est un match-up qui va potentiellement leur permettre de défensivement sur leur couverture de stay home, c'est-à-dire de ne pas se découvrir, de ne pas rentrer trop tôt en rotation, même si cette équipe des Suns défensivement, alors on ne les a pas encore vus totalement, mais ils ont pas mal de longueur de bras pour faire tout ce qui est recovery, quoi. C'est-à-dire que quand tu as Kevin Durant qui est ton low man, quand tu as potentiellement des fois DeAndre Ayton qui est ton low man quand c'est Kevin Durant qui est impliqué sur l'action. Donc c'est vrai que ils vont je pense inspirer un peu plus la crainte près de la raquette, même si c'est vrai que cette équipe des Clippers, quand elle est emmenée par Kawhi Leonard et aussi Russell Westbrook, ben c'est une équipe qui va pas forcément jusqu'au cercle, qui va tenter pas mal aussi de tirs dans la zone intermédiaire. Donc c'est vrai que ça a vraiment ressemblé, je pense, à une guerre des tranchées où Phoenix a l'avantage entre guillemets du star power et du potentiel outscoring, là où les Clippers ont l'avantage du supporting cast avec comment dire, la volatilité entre guillemets ou la variation du tir à 3 points. Ouais, c'est ça. Il y a un point que Kawhi Leonard fait pas mal cette saison, c'est quand tu as un écran. Souvent le défenseur passe en dessous de l'écran et Kawhi Leonard pull up à 3 points. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire ça les saisons précédentes, ou en tout cas pas autant. Surtout que Kawhi, depuis le retour du break, il est à 44% à 3 points. Donc c'est difficile de tenir Kawhi Leonard quand il tourne à 44% à 3 points. Effectivement, ça va être... Et même sur le banc des Suns, en fait, je les trouve pas si faibles que ça, puisque quand il y a eu le trade de Kevin Durant, on a dit que ça allait tourner autour de 4 joueurs. En fait, tu vois que Josh Okogie, qui est titulaire, mais offensivement, il trouve une utilité dans ce système offensif des Suns. Je trouve pas. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus limité. Il allait être comme un PJ Tucker à Philly. Et finalement, il a pas peur de prendre les tirs en tout cas. Il a pas peur de prendre les tirs quand il se présente à lui. C'est pas quelqu'un qui va refuser les paniers. C'est ça. Il ressemble plus au PJ Tucker des Bucks ou même de Miami dans l'utilisation en attaque. Et même au niveau du banc, je trouve que finalement ils vont probablement mettre Torrey Craig en sortie de banc. Ils vont mettre du Damian Lee. Ils vont mettre du Terrence Ross. Finalement, la rotation des Suns va être à 8-9. Je trouve que leur rotation à 8, finalement, en termes de personnel, elle est plus faible que celle des Clippers, mais je la trouve pas non plus si mauvaise que ça. Et finalement, je trouve qu'ils sont pas mal dans l'alternance au jeu proposé par tes stars, puisque que ce soit Damian Lee, que ce soit Terrence Ross, on a beaucoup de 3 points pris dans les corners. Ce sont des joueurs qui aiment le tir à 3 points.
Donc dans l'alternance offensive, je trouve que le banc complète bien les titulaires. Après, pour ce qui est des Clippers, effectivement, ils doivent gagner leur match-up du banc. Et au-delà de ça, je pense qu'ils doivent gagner une match-up que je trouve très importante, c'est celle des pivots. Parce que la confrontation entre DeAndre Ayton et Ivica Zubac, je suis pas confiant pour Ivica Zubac parce que Ivica Zubac, DeAndre Ayton, on sait que c'est un joueur qui prend très peu de tirs pour un pivot, qui prend très peu de tirs près du cercle. Il aime bien s'arrêter à 1 ou 2 mètres du panier et faire un petit mid-range. Donc Ivica Zubac va être obligé de sortir, ce qui va ouvrir les lignes de drive. Déjà qu'Ivica Zubac n'est pas un très bon protecteur de cercle, ça va ouvrir les lignes de drive pour Devin Booker. Chris Paul va pas au cercle, donc mais ça va ouvrir les lignes de drive pour Devin Booker. Et je trouve que Ivica Zubac offensivement, il va devoir apporter, que ce soit sur de la protection de cercle, que ce soit sanctionné potentiellement au poste si on le sert, ou même sur du rebond offensif, là où il est plutôt bon et là où les Suns peuvent être un peu déficients, puisque hormis DeAndre Ayton, qui est pas non plus celui qui prend le plus de rebonds, je pense qu'ils peuvent se faire outmatch au rebond par ces Clippers, même avec un Russell Westbrook qui sont capables de prendre plus de rebonds, d'être plus actifs en rebond off. Mais si Ivica Zubac sort de son match, j'ai du mal à voir Plumlee tenir sur une série, parce que là les mismatchs, les Suns vont se régaler des mismatchs sur Plumlee. Donc la problématique, c'est si Zubac n'est pas capable de rester sur le parquet, les Suns vont passer, enfin les Clippers vont passer en small ball 5, et en fait en small ball 5, ils vont se faire sanctionner parce que les Suns avec Kevin Durant, pardon, avec Kevin Durant et DeAndre Ayton, en small ball 5, en fait, ça leur convient très bien. Donc, Zubac Ayton, ça va vraiment être la match-up que je vais surveiller, au-delà, évidemment, du conglomérat de stars qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est un match-up qui va être à surveiller, effectivement, quand les Clippers, si les Clippers sont obligés de sortir un sex small ball, on aura, par exemple, du Covington, on aura potentiellement du Marcus Morris, même si il est sorti plus ou moins de la rotation. Mais c'est vrai qu'il est dans les petits plans de Ty Lue. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du coaching. On sait que tu vois, Ty Lue, c'est quelqu'un qui utilise entre guillemets tous les matchs qu'il peut potentiellement dont il dispose pour faire ses tests, pour ensuite prendre une décision. Ça va être intéressant de voir à quelle vitesse il réagit là. C'est vrai que cette saison, les Clippers auront potentiellement moins la pression au début des playoffs, puisqu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Et du coup, même si ils perdent le premier match, c'est pas perdre le premier match à domicile. Donc, comme on dit souvent en playoff, la série démarre quand l'équipe perd à domicile. Donc là, il a peut-être quelque chose à tenter sur les premiers matchs. Moi aussi, je vais surveiller le match-up Ayton-Zubac. Un peu comme tu as dit, c'est vrai que Ayton, il tente pas énormément de tirs au cercle, mais c'est l'un des joueurs les plus adroits près du cercle cette saison. Je crois qu'il a 78%, quelque chose comme ça de réussite au cercle, et c'est pas uniquement sur des dunks. L'arrivée de Kevin Durant a beaucoup facilité le travail qu'il a fait, parce que Kevin Durant attire beaucoup les défenses, et ça permet aussi à DeAndre Ayton d'avoir des situations où il est souvent libre. On peut même demander à Bismack Biyombo, est-ce qu'il est content d'évoluer aux côtés de Kevin Durant. Donc c'est vrai que voilà, un peu ajouter une arme comme ça offensive, ça libère de l'espace pour d'autres joueurs, et ça leur permet aussi eux d'être beaucoup plus efficaces. Sur la partie concernant les deux équipes, en tout cas l'objectif des deux équipes, on est d'accord que un peu comme pour les duels 4-5, même dans l'autre conférence, les deux équipes ont potentiellement le même objectif, c'est-à-dire d'aller au bout. Le même objectif théorique. Après l'objectif pratique. Ouais. Pour les Suns, de toute façon, l'objectif c'est d'aller au bout, même si dans un sens c'est pas dramatique s'ils vont pas au bout cette année, parce que ça fait 6 mois, enfin même pas, ça fait 2 mois qu'ils ont Kevin Durant, mais dans un Ouest qui a jamais été aussi ouvert, ce serait quand même une déception si au moins ils sortent pas de l'Ouest. Mais leur objectif à eux, c'est d'aller au titre. L'objectif des Clippers, c'est d'aller au titre pour eux, mais si on constate la réalité, c'est plus l'objectif, c'est en tout cas sur cette série, l'objectif c'est gagnons du temps, rendons la série longue en espérant que Paul George revienne pour un match 6, voire même un match 7 au cas où. C'est vraiment essayer je pense que ça va être impératif pour les Clippers de gagner soit le game 1, soit le game 2, d'en prendre un à Phoenix dès le début, parce que si tu te ramènes à 2-0 et que tu reviens à Los Angeles sans Paul George, tu risques à mon avis de te retrouver à 3-1 très rapidement.
Ouais. Donc pour les Clippers, oui. Et pour les Suns, je rajoute un petit dernier point, c'est oui, effectivement, ton objectif c'est d'aller au titre, mais j'ai envie de dire, et c'est pas pour manquer de respect aux Clippers, mais c'est d'acquérir encore plus d'automatisme avec ton groupe en vue des séries qui vont potentiellement arriver par la suite. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que sur la théorie, les deux équipes, en fait, sont entre guillemets au même point, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus beaucoup d'assets. Elles ont un payroll très élevé et elles ont des joueurs qui commencent à ne plus être viables pour les contenders. Par exemple, on peut prendre Chris Paul d'un côté et on peut prendre des joueurs comme par exemple Marcus Morris qui, quand il a été acquis, était du coup le joueur qui devait débloquer ce fameux line-up small ball et qui finalement, vu que son niveau de jeu baisse, enlève des possibilités et ne permet plus à ce line-up d'être si viable que ça. Donc c'est vrai que de point de vue polyvalence, ce sont des joueurs qui sont importants et à partir du moment où ces joueurs vieillissent, soit tu trouves un moyen de les remplacer, soit tu oublies en fait cette carte-là ne fait plus partie de la polyvalence de ton équipe. Et dans le cas des Clippers, c'est un peu leur fonds de commerce qui est perdu. Donc c'est vrai que ce sont deux équipes qui, on va dire, ont pas beaucoup de temps devant elles si elles veulent gagner le titre avec cette ossature-là. En tout cas, de façon comme elles sont constituées aujourd'hui. Après, il y a aussi une différence, c'est que les Suns, comme j'ai dit, ça fait oui, effectivement, ils sont allés en finale, mais ils ont un groupe quand même avec l'arrivée de Kevin Durant qui a changé. Donc c'est l'année 1 entre guillemets ou l'année 0.5 de ce groupe, là où les Clippers, tu commences à arriver à la toute fin de l'ère Kawhi, Paul George. Et la réelle problématique, c'est que sans vouloir non plus de enterrer les Clippers, ils ont peut-être déjà loupé leur chance, que ce soit en 2021 avec la blessure de Kawhi Leonard, ou que ce soit même la première année dans la bulle avec cet effondrement face aux Nuggets. Donc finalement, ça ressemble. Je pense que l'an prochain, vu qu'ils ont crédit illimité sur la luxury tax, ils peuvent encore y retourner parce que les joueurs ne vont pas drastiquement chuter de niveau, même si va y avoir des questions sur Russell Westbrook, sur Marcus Morris, même sur Nicolas Batum en soi, qui est toujours un bon joueur, mais qui a bien baissé de niveau. Robert Covington a baissé de niveau. Eric Gordon va avoir un salaire très important. Enfin voilà, il y aura plein d'interrogations. Et malheureusement, cette blessure de Paul George tombe mal parce que c'est vraiment l'une de tes dernières opportunités au titre, voire même peut-être que la fameuse fenêtre de titre est déjà fermée pour ces Clippers. Ouais, c'est vrai que voilà la bulle, ça va rester peut-être potentiellement une des occasions manquées, une occasion manquée vraiment terrible pour cette équipe qui potentiellement est à l'image de ce match 6, je crois, contre Houston, ce match contre Houston où à l'époque où ils prennent des 3 points de match 6, voilà de Josh Smith et tout ça, voilà. Donc à l'image, ce qui s'est passé dans la bulle, en tout cas l'effondrement peut être un peu le même moment qui a eu lieu par rapport à l'autre équipe, enfin les Lob City Clippers, où ils devaient entre guillemets aller au bout ou en finale de conf, et malheureusement ils ne sont pas parvenus. Et quand tu prends les années d'après, l'année d'après t'as du coup la blessure de Paul George, ensuite t'as la blessure de Kawhi l'année d'après, ensuite t'as la blessure de Paul George avant le match coup près, il joue le premier match, Covid, la blessure Covid, il rate les playoffs, et puis là, Paul George, il est blessé, C'est incroyable. Il joue vraiment de malchance, Il joue vraiment de malchance, mais après, voilà, c'est comme ça. Et pour ces Clippers-là, ils ont, je pense qu'ils pourront avoir des regrets, en tout cas, si ils se font sortir tôt. Et je pense que l'organigramme peut potentiellement aussi être remis en question en cas de contre-performance cette année. Parlant de contre-performance, pour toi, qu'est-ce qui serait une contre-performance pour ces Clippers? Mon pronostic. Voilà, pour toi, c'est ton pronostic. Moi, j'ai pronostiqué 4-1 pour les Suns parce que les Suns ont l'avantage du terrain, parce que les Suns ont le star talent, parce que finalement le banc des Clippers pour moi ne va pas suffisamment compenser la différence qu'il va y avoir au niveau du 5 majeur. Je vois une grosse série de DeAndre Ayton et en fait, j'essaye de voir sur quels sont les axes
où les Clippers sont meilleurs que les Suns, et j'en vois pas en fait. Hormis la profondeur de banc, j'en vois pas en fait. Peut-être le coaching et potentiellement si Kawhi peut avoir un moment où il est le meilleur joueur sur le terrain. Je pense que c'est possible. Oui, mais ça va en être dehors de difficile. Ça, mais voilà. Parce que il y a des moments où Kawhi peut être le meilleur joueur sur le terrain, mais ça va représenter un match, allez peut-être deux, mais pas tout. Enfin, si Kawhi Leonard est le meilleur joueur sur toute la série, là peut-être que les Clippers auront une chance. Mais tu peux avoir un soir où Devin Booker peut en mettre 40, un soir où KD va être totalement indéfendable. Donc voilà, je pronostique 4-1 Suns parce que j'ai du mal vraiment à voir comment les Clippers, en l'absence de Paul George, ça m'embête. Pourtant, je suis fan du Thunder, donc j'ai intérêt à voir les Clippers sortir vite. Mais avec Paul George, j'aurais pronostiqué une série plus serrée. Mais sans Paul George, c'est trop compliqué pour les Clippers. Un peu comme toi, moi je dirais un 4-2 aussi sur encore une fois sur la notion mathématique. Je pense qu'il y aura un match où les Clippers vont réussir à mettre 23 points. On a eu un match par exemple face à Memphis où Russell Westbrook et Robert Covington font 12 sur 12 à 3 points. Donc écoute, ça c'est contre Memphis, ça c'est la théorie ça. Donc non, je pense il peut y avoir encore une fois sur le côté mathématique des matchs où ils peuvent arriver à gagner le jeu des maths et du coup avec une short chart analytics prendre le pas sur le jeu de matching de match-up hunting en fait de Phoenix. Mais c'est vrai que je pense que c'est une série où les matchs que les Clippers gagneront seront serrés, mais les matchs qu'ils perdront ce seront des blowouts quasiment, je pense. Ou tu vois, ils peuvent arriver à accrocher un ou deux matchs. Moi, je donnerais 4-2 et je pense pas qu'on verra Paul George pendant les playoffs, malheureusement. Non, je pense pas. Mais de toute façon, je pense que mais si tu pronostiques 4-2, t'es plus proche du 4-1 que du 4-3. Oui, c'est ça. Mais le seul truc qui peut pour moi prolonger la série, c'est si les Clippers arrivent à en prendre le game 1 ou le game 2. S'ils en prennent un Phoenix, ça peut peut-être basculer dans autre chose, mais s'ils repartent de Phoenix à 2-0, ça va être compliqué. C'est ça. Après, ce qui peut faire aussi la bascule, c'est à quel moment Ty Lue décide de mettre Kawhi Leonard sur Kevin Durant. Aussi. Ça peut être une option, ou est-ce qu'il va plus potentiellement l'utiliser un peu en safety, quoi, en le mettant sur Josh Okogie. Et en disant, ben voilà, Kawhi Leonard, tu vas être le libéraux, entre guillemets, de la défense, tu vas aider sur tout le monde, mais on te met pas sur un match-up fixe, quoi. Ouais. Parce que, effectivement, vu la qualité offensive qu'il y a au niveau des Suns, tu peux te dire que l'équipe sera très souvent en désavantage. Donc, autant avoir quelqu'un qui est capable de gommer, entre guillemets, les errances, plutôt que le mettre directement sur un match-up et en fait se faire sortir, puisque au final si disons il doit marquer Kevin Durant, il a la balle, il est dangereux, il fait une passe, t'as un 4 contre 4 et Kawhi est hors de l'action, quoi. Et il peut pas forcément intervenir parce que c'est Kevin Durant qui est one pass away ou two pass away, quoi. Donc à voir quand est-ce que Ty Lue décide de faire cet ajustement là. Mais en tout cas, je pense que ça pouvait potentiellement être une très très grosse série, mais malheureusement les blessures ont un peu, on va dire, diminué un peu les attentes sur cette série-là, et malheureusement on a plus la sensation que ce serait une série courte qu'une série longue, quoi. Ouais. Après, faut pas sous-estimer quand même la fragilité de certains vétérans du côté de Phoenix, parce que voilà, Chris Paul en playoff, on sait très bien qu'au niveau des blessures, on n'est jamais à l'abri. Donc peut-être qu'une blessure, on leur souhaite pas. Le point blessure avec Chris Paul. Ouais, mais peut-être qu'une blessure, même Kevin Durant commence à être pas mal injury prone, donc peut-être qu'une blessure, même si on leur souhaite pas, pourrait rééquilibrer la balance. Clairement. Ben écoute, Constant, on va se laisser sur ce pronostic. Du coup, nous on vous invite à encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux et à écouter les podcasts sur toutes les plateformes, Podcast Addict, Spotify. Constant, c'était un plaisir et puis on se retrouve bientôt. Salut.